Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La jeunesse, l'école, les problèmes auxquels les jeunes font face aujourd'hui, leurs difficultés, leurs droits, leurs devoirs. On en parle souvent, que ce soit dans les enceintes des parlements, dans les salles de profs ou dans les médias. Mais on en parle finalement assez rarement avec eux directement. Et si aujourd'hui on prenait le temps d'écouter des jeunes, de les entendre vraiment et de trouver avec elles, avec eux, des pistes de solutions, des solutions ni trop utopistes, ni trop pessimistes, juste des solutions envisageables et concrètes pour leur redonner confiance en la démocratie. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Ce soir, nous allons donc donner la parole à deux jeunes. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, Lamia El Mansouri, vous avez 17 ans et vous habitez à Bruxelles. Et donc à vos côtés, Albin Bakiou, vous avez tout juste 18 ans et vous habitez à Schaerbeek. Alors vous avez tous deux participé à une journée qui s'appelle Interpellation, où vous avez pu donner votre avis sur une série de sujets qui concernent la jeunesse. Vous avez pu prendre la parole, vous exprimer, discuter, débattre, notamment avec des travailleurs sociaux et des politiques. Vous allez nous en parler. Et enfin, notre troisième invité, il travaille lui avec des jeunes depuis pas mal d'années déjà maintenant. Bonsoir Marc de Cocker. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'AMO Rythme à Anderlecht et coprésident du conseil de prévention de l'arrondissement de Bruxelles. Alors Lamia, j'ai envie de me tourner déjà vers vous. Comment une jeune de 17 ans comme vous se sent-elle finalement dans notre société? Est-ce que vous avez le sentiment de façon générale d'être écoutée, entendue, comprise? Absolument pas. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'étouffer la voix des jeunes et qu'on essaye en fait de nous diriger et de prendre des décisions sur des sujets qui nous concernent parfois directement. Donc non, j'ai vraiment pas l'impression d'être entendue, d'être écoutée, et j'ai même pas l'impression d'avoir ma place dans la société. Non seulement on me donne pas l'opportunité de l'apprendre, mais quand j'essaye de l'apprendre, en fait, je suis souvent stoppée et je suis vraiment pas favorisée pour m'exprimer sur certains sujets, surtout parce que quand on est plus jeune, on aime bien utiliser ce prétexte-là pour essayer de nous faire taire et de nous dire qu'on n'est pas assez informé sur la vie, alors que je pense que c'est pas un prétexte qui est suffisant, quoi. Alors vous allez nous parler de différents sujets sur lesquels vous avez un avis et des pistes de solutions, comme on le disait. Mais Albin, je me tourne vers vous un peu pour la même question. Est-ce que par exemple des journées comme celle qui a eu lieu la semaine passée, donc Interpellation, où on a donné la parole aux jeunes, est-ce que c'est un côté rassurant, enthousiasmant finalement de se retrouver entouré d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes que vous? Ah oui, totalement, et c'est ce qui a fait, j'ai envie de dire, que j'ai continué dans ce projet et que je suis venu la semaine passée rencontrer les personnes politiques qui étaient présentes ce jour-là. Et je pense aussi que c'est rassurant aussi d'un côté qu'il y ait des personnes politiques, parce qu'en quelque sorte, c'est eux qui ont le pouvoir de transmettre ce que nous, on est en train de vivre, nous, jeunesse, nous, jeunes du monde de demain et acteurs de la vie actuelle, nous donner l'opportunité d'exprimer ce qu'on vit actuellement à des personnes politiques. Eux pourront ensuite transmettre ça à un plus grand nombre de personnes et surtout éventuellement mettre des mesures à notre disposition. Alors c'est un côté enthousiasmant aussi, Lamia, la même question peut-être? Le projet Interpellation, ouais. Tout à fait. Je pense que c'est l'un des seuls projets où pour ma part j'ai été conviée, où justement on nous donnait cette opportunité-là de s'exprimer et d'expliquer les problèmes qu'on rencontrait nous, la jeunesse, parce que comme l'a dit Albin, en fait c'est nous les adultes de demain, c'est nous qui allons construire le monde de demain, et je pense qu'on est vraiment des acteurs très importants dans la société. Je pense que c'est important de nous éduquer et justement de nous préparer à cette nouvelle vie, et il faut se relayer en fait. C'est une histoire de relégation aussi. Je pense que voilà, on arrive à un stade où personnellement j'ai 17 ans, demain j'en aurai 18, ce sera à moi de voter, c'est comme ça que ça va se passer. Et oui, je pense que c'est important justement de nous céder la parole, et des projets comme ça où justement on nous la léguait. Personnellement c'est le premier que je rencontre. Mais alors, Marc de Cocker, c'était l'objectif de cette journée, donc Interpellation, c'est un processus qui existe déjà depuis quelques années en fait, mais c'était vraiment la volonté de donner la parole aux premiers concernés. Tout à fait. Interpellation, c'est un processus qui a commencé en 2018, dans la deuxième partie de l'année 2018.
Et il est né dans des réflexions que nous avons eues au sein du collectif des AMO de Bruxelles. Donc toutes les AMO de Bruxelles se réunissent régulièrement, une fois tous les 2 mois à peu près. Donc les AMO, juste pour repréciser pour nos auditeurs, c'est donc les services en milieu ouvert, enfin services d'action en milieu ouvert qui sont des services de prévention. Et nous faisons de la prévention spécialisée avec des jeunes de 0 à 22 ans. Et donc, au sein de ce cadre, nous partageons des constats, des pratiques, et on a tous constaté à ce moment-là une détérioration très très forte de la qualité de vie des jeunes et des familles avec lesquelles nous travaillons. Il faut dire que les AMO sont toutes situées dans le croissant pauvre de Bruxelles, donc on travaille avec une population qui est particulièrement précaire, mais qui représente quand même 80% de la population jeune bruxelloise. Donc c'est loin d'être négligeable. Ouais. Et donc nous avons mis sur pied ce processus en lançant tout d'abord une enquête uniquement auprès de professionnels, mais des professionnels à l'échelle de la Belgique francophone, donc Bruxelles et Wallonie, qui travaillaient en contact avec des jeunes ou des familles. Donc on a fait ça via le net, on a envoyé un questionnaire à des juges de la jeunesse, à des membres des délégués SAJ, SPJ, des enseignants, des membres de PMS, des médecins de maisons médicales, des policiers, des enseignants, et évidemment des travailleurs sociaux. Et le résultat de l'enquête était cette dégradation, elle est constatée partout en Belgique francophone. Avec des nuances, une AMO de Marche nous disait, nous on n'a pas de marchands de sommeil à Marche, mais on a de plus en plus de familles qui vivent dans des caravanes. C'est la même chose, c'est une autre manifestation du même fait. Les constats sont plus ou moins identiques. Donc on s'est dit, attention, on va essayer de communiquer vers le public pour dire il y a des arbitrages politiques et des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement fédéral précédent, qui a poussé toute une partie de la population sous le tapis, qui a certainement très bien dégonflé les chiffres du chômage et de l'aide sociale, mais qui n'a absolument rien amélioré. Au contraire, elle a détérioré la situation des gens présents sur le territoire. Ça, c'était notre première étape. Et puis, on s'est dit, deuxième étape, attention, nous, travailleurs sociaux, en voyant ça d'un peu haut, ok, on fait des constats, mais les constats sont-ils partagés par ces jeunes et ces familles? Et on a mené le même type d'enquête auprès des jeunes, cette fois uniquement à Bruxelles, qui fréquentaient nos services. Et on les a réunis plusieurs fois, comme on l'a fait avec vous, mais en 2019, là, et on est arrivé au même résultat. Les jeunes ont validé nos constats. Et à ce moment-là, a germé l'idée de, attention, on va essayer de faire remonter ces constats, cette fois-ci, pas seulement vers la population, on l'a déjà fait, mais vers les politiques, vers les décideurs politiques. Et on a germé l'idée du processus interpellation tel qu'il a été mis en place la semaine dernière. Et puis, évidemment, le Covid est arrivé et notre journée a été reportée 4 fois. Ce qui veut dire que comme pour les ados, la temporalité elle est un peu différente de la nôtre, on a pratiquement dû recommencer à travailler 3 ou 4 fois avec des groupes de jeunes différents. Oui, jusqu'au fur et à mesure, on les perdait. Bon. Et l'idée, c'était vraiment de permettre une rencontre directe entre jeunes, politiques et travailleurs, pour essayer de gommer la zone tampon du travailleur social qui fait rapport aux politiques. Mais ce n'est pas directement le demandeur qui fait rapport. C'est assez facile pour le politique de se dire « Attendez les gars, c'est gentil ce que vous faites, mais vous exagérez un peu, parce que vous ne travaillez qu'avec les plus précaires, mais pensez à tous les autres. » C'est une réalité, mais les plus précaires sont quand même extrêmement nombreux. C'est la première chose. Et 2, c'est quand même autre chose d'être confronté directement à la personne qui vit des difficultés, plutôt que d'être confronté à quelqu'un qui rapporte la parole de la personne qui est... On peut plus difficilement se cacher. Oui, c'est un impact plus direct. Alors, par exemple, Lamia, Albine, la semaine passée, donc lors de cette grande journée où vous avez pu donner votre avis sur une série de sujets, vous avez vous-même rencontré des politiques. Est-ce que vous avez pu discuter avec certains d'entre eux? Est-ce que ça a changé peut-être votre regard sur la politique, sur ce que les politiques pouvaient faire? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, au moins l'a écouté, est-ce que vous verrez après ce que ça donnera? Honnêtement, je pense que c'est encore assez vague pour nous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a transmis notre demande, tout ce qu'on vit comme difficulté, et on espère de ces personnes politiques et de ces travailleurs sociaux qui étaient là, de faire ce qu'ils peuvent pour nous aider ou prendre en considération nos pistes d'action qu'on a nous-mêmes créées ce jour même. Oui, c'est ça. Mais alors, on va en parler, vraiment du fond du sujet. Alors, par exemple, Lamia, vous, un des problèmes que vous vouliez faire remonter, c'était l'école et plus particulièrement l'état des bâtiments scolaires. Alors, pourquoi, selon vous, c'est un sujet important et surtout, pourquoi c'est problématique l'état dans lequel se trouvent certains bâtiments scolaires?
D'abord, je pense que l'école, c'est un environnement où les jeunes passent énormément de temps, donc en moyenne plus ou moins 34 heures par semaine. Et donc l'élève passe une grande partie de sa journée à l'école. Et je pense que c'est important qu'il s'y sente bien, justement afin de favoriser ses conditions d'apprentissage. Et c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas pour une grande majorité des élèves. Je pense que si vous leur demandez, je suis une élève donc je peux vous le dire, non, nous n'avons pas des conditions optimales à notre apprentissage. Alors par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans des bâtiments qui sont insalubres. Insalubres? Oui, insalubres. Donc il y a des problèmes de moisissure, des nettoyages qui sont mal faits, pas finis. C'est un peu délaissé et c'est marrant parce que quand on compare avec la salle des professeurs, c'est toujours la salle de l'école qui est la plus clean, où c'est nettoyé, où il va y avoir des toilettes propres, une ambiance très cosy. Et donc du coup on voit aussi cette supériorité des enseignants par rapport à nous qui sommes un peu traités comme du bétail en fait. Vraiment on se soucie pas en fait de notre bien-être et justement de ce que nous on pense et si on se sent bien en fait dans l'environnement dans lequel on travaille. Vous le vivez un peu comme un manque de respect, du coup. Oui, clairement. Et alors, vous dites que ça, les bâtiments scolaires, ça a directement un impact sur vos apprentissages, sur la manière dont vous apprenez en classe? Tout à fait. Ça fait 6 ans que je suis à l'école, dans le général, et j'ai eu beaucoup de soucis que j'ai rencontrés justement, que ce soit par rapport à la charge de travail qui est assez conséquente, et l'établissement lui-même, parce que venir tous les jours à 7h du matin dans un environnement où on se sent pas bien, où on n'est pas à l'aise parce que voilà, c'est pas assez propre, ou c'est pas favorable en fait à notre apprentissage, du coup, c'est pas très encourageant. Du coup, oui, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est vraiment un aspect... ça devient psychologique en fait, c'est-à-dire que on n'a pas envie de se lever parce qu'on sait que voilà, l'endroit il va pas être assez conditionné, et puis en parallèle de ça va être des cours qui vont pas nous plaire, ou alors on n'a pas dormi parce qu'on a eu trop de devoirs pendant la semaine, trop d'interrogations, donc c'est vraiment un tout qui fait que on n'a plus envie de se lever le matin, et puis c'est une routine, tout le temps une routine, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas aussi d'activité en dehors des cours qui sont en fait théoriques, parce que dans l'enseignement général la plupart des cours, la quasi-totalité des cours en fait, à part les cours d'éducation physique, sont des cours théoriques. Donc vraiment c'est une espèce de routine qui fait que malgré le fait qu'on ait ce choix de choisir des options, donc moi je suis en sciences humaines histoire, donc oui, il y a des cours que j'apprécie, des cours que j'aime, qui me motivent justement à aller à l'école, mais je pense qu'on devrait également faire en sorte qu'il y ait plus d'activités du coup pratiques qui nous permettent également de faire une insertion à la vie professionnelle et au monde extérieur. Oui, alors je me tourne vers vous, Albine, parce que je pense que c'est une des pistes aussi d'action que vous aviez relayées à un moment lors de cette journée interpellation, c'est le fait que l'école soit plus ouverte sur le monde, et donc plus de cours d'art ou d'ouverture à la culture, au sport, des choses comme ça. C'est quelque chose qui pourrait motiver les élèves à aller à l'école et à vous ouvrir un peu au monde? Alors motiver, justement, ce sera notre but, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on devrait les préparer à la vie. Moi personnellement, j'ai 18 ans, je finis là actuellement ma secondaire, eh bien il y a des trucs que je ne sais pas faire et que normalement je devrais savoir, parce que sinon je suis un peu dans la muse. C'est-à-dire par exemple, aller voter, on n'a jamais parlé de comment ça se passe, comment choisir pour quel parti politique voter, et ainsi on pourrait apprendre à ne pas se faire manipuler par certains partis politiques, ou ne pas tomber dans un parti politique pour lequel on n'est pas bien informé. Donc c'est vraiment prendre des choses concrètes de la vie. Notamment, on abordait dans mon groupe la semaine passée d'avoir pratiquement, par exemple, des cours de cuisine. Ça, c'est aussi c'est un cours pratique de la vie, on va dire, parce que, imaginons que tu vis seul ensuite, eh bien, t'as plus tes parents, et imaginons que tes parents faisaient principalement la cuisine chez toi parce que tu étudiais et j'en passe, eh bien, là, actuellement, c'est toi qui dois être responsable de ta vie, qui dois gérer les factures, le loyer, l'électricité, le gaz, l'internet et plein d'autres choses. Et ça, pour la plupart, il y en a qui savent même pas faire un virement. Alors ça, faut le savoir, même pas un virement. Et ça, justement, on peut inclure ça à l'école. Mais justement, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est le rôle de l'école de le faire? Eh bien, justement, quand on a mis ça sur la table, il y a une chose qui revenait souvent, on disait l'horaire de l'école est déjà assez chargé, surtout pour le général. Encore, on se disait en technique, professionnelle, ils ont des stages, donc peut-être qu'ils ont un peu plus de temps sur le côté, ou même avec les stages, ils apprennent des choses pratiques de la vie, contrairement à nous en général.
eh bien, on se disait, là, on s'est plutôt tourné vers les AMO. Moi, pour prendre un exemple concret, je vais à une AMO qui s'appelle Amos. Eh bien, eux, ils sont... Oui, là, c'est ça, exactement. Et donc, eux, ils peuvent aider sur n'importe quel aspect. Et il y a des assistants sociaux, il y a des éducateurs, et ils sont expérimentés dans tout ce qui est relationnel et aussi sur l'aspect pratique de la vie. Et donc, eux, ils m'ont aidé sur pas mal de choses. Récemment, j'ai dû aller porter plainte suite à une agression. Eh bien, j'ai appris plein de choses sur le monde de la justice et le monde juridique. Je ne connaissais pas du tout. J'ai 18 ans. Et voilà, je me suis fait agresser et je dois aller porter plainte. Et je ne connaissais rien. On me sortait des termes au commissariat et on me laissait comme ça avec les termes. Constitution, partie civile, déclaration de personnes lésées. Et moi, je suis là et je ne comprends rien. Et on peut passer à côté de quelque chose pour lequel on pourrait regretter au final, parce que si je ne me serais pas, par exemple, déclaré personne lésée, ma plainte aurait fini à la poubelle. Et donc, voilà, ça c'est des choses qu'on devrait apprendre, mais encore une fois, on se tourne plutôt vers les AMO, du fait que les horaires d'école sont assez chargés, et encore, c'est aussi mettre les AMO en avant. À l'école, principalement, quand on va nous mettre les AMO en avant, c'est principalement pour dire « Ah, je vois que tu as des difficultés, il y a telle association, tel AMO qui peut t'aider. » Alors pourquoi pas. Alors que normalement, les AMO font de la prévention, c'est ça. Mais on vous renvoie vers les AMO quand vous avez déjà des problèmes ou quand il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Est-ce que parce que alors il y a évidemment plusieurs choses, mais par exemple toute la question du droit de vote. Alors ça me fait penser à une anecdote d'une jeune fille qui aurait dû être ici aujourd'hui et qui finalement n'a pas pu venir, mais qui me disait voilà, moi quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le droit de vote, je suis arrivée dans le bureau de vote et je me suis sentie perdue et mais ne sachant pas trop quoi faire, parce que j'étais vraiment pas au courant, j'ai fini par voter pour quelqu'un qui avait le même nom que moi. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais est-ce que ça vous donne vraiment... Est-ce que ça percole finalement avec ce que vous vivez vous? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir eu assez de cours de citoyenneté? Alors on parle beaucoup aujourd'hui du cours de philo de citoyenneté. Est-ce que du coup ce serait utile, quoi? Pour rebondir à ce qu'a dit Albine, moi ce que je pensais, c'est pas un ajout de cours, parce que voilà, l'horaire est déjà assez chargé, mais à penser un peu plus simplement et juste à réformer le cours de CPC, puisque c'est un cours de citoyenneté. Donc je pense que c'est son rôle de nous informer sur les différents partis politiques, comment on vote, comment on entame une procédure judiciaire, et nous initier également à tout ce qui est administratif. Donc je pense que c'est le but, on va dire, et le rôle du cours de citoyenneté, de nous apprendre ce genre de choses. Donc je pense que ajouter des cours, peut-être pas, si l'horaire est assez chargé, on peut comprendre, mais réformer le cours de citoyenneté, puisque je pense que c'est son but initial, je pense que ce serait la solution. Marc de Cocker, vous voulez réagir? Oui, je pense, je veux réagir à plein de choses qui se sont dites. J'ai laissé parler, mais je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Pour revenir très loin en arrière dans la discussion, c'est assez amusant de voir que vous avez identifié 2 échevines qui se sont présentées comme telles, mais il y avait quand même sur place un président de parti, 3 députés, 2 présidentes de CPAS, mais et 2 ou 3 bourgmestres qui sont pas venus. Si les bourgmestres sont arrangés pour être identifiés, les autres se sont plutôt noyés dans la masse. Mais c'est assez amusant de voir que finalement, ce sont ceux qui se sont montrés et qui ont... Ils se sont vraiment identifiés. Qui se sont identifiés et qui, quelque part, en tous les cas par rapport au débat auquel j'ai participé, qui ont un peu essayé de défendre leur bilan. Alors qu'il y en a d'autres qui ont plus joué le jeu et qui se sont noyés enfin, c'est pas un jeu, mais qui se sont noyés dans la masse. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Une autre chose que je voulais dire, et c'est ce que je vous disais avant l'émission, mais je vais le répéter. Donc, chaque AMO a préparé des jeunes pour cette fameuse journée. Chaque AMO devait préparer 2 jeunes, mais en fait, on travaille avec des groupes chaque fois. Et tous ces jeunes se sont réunis pour la première fois. Ils se sont vus ensemble il y a 2 semaines maintenant à l'AMO Rythme. Et les jeunes qui sont ici aujourd'hui, moi, m'ont fait peur au départ. Je me suis dit, c'est pas les jeunes pour lesquels on a mené le projet. Les jeunes avec lesquels on travaille essentiellement, ce sont des jeunes complètement relégués, désaffiliés socialement. En tous les cas, désaffiliés de notre société. Un jeune désaffilié, ça n'existe pas. Il est fatalement affilié à autre chose. Mais affilié à nos codes de société et relégué en professionnel ou en alternance. Et ce ne sont pas des sections que je dénigre si on y va par choix. Si on y va par défaut, alors c'est une catastrophe. C'est ça le problème. Et ces jeunes ont une estime d'eux-mêmes complètement inexistante et n'ont même plus la réaction de se révolter par rapport à la situation. Ils l'acceptent telle qu'elle est. Ici, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la révolte et vous êtes en général tous les 2. Donc vous faites partie
quelque part des jeunes qui ont de la chance, ou qui ont la chance, ou la force, ou, enfin, qui vont s'en sortir, qui s'en sortent. Et en même temps, les problèmes que vous nous présentez à un autre niveau sont les mêmes. C'est aussi le problème de l'orientation, de la relégation, du non-choix. C'est la même chose. Parce qu'effectivement, Albine, par exemple, on vous a obligé à un moment à prendre une orientation. Alors, vous êtes resté en général, mais on vous a forcé, finalement, à prendre une orientation que vous ne vous souhaitiez pas, par exemple. Exactement. Là, je suis actuellement en langue moderne. J'aurais voulu continuer en sciences. Et maintenant, ça m'impacte pour mes études de médecine. C'est la perversité de l'attestation B. Donc, en fin d'année, le conseil de classe peut dire « tu as réussi ton année », tu as raté ton année, ou, et c'est extrêmement pervers, tu as réussi si tu descends d'un étage dans la structure de l'enseignement tel que les enseignants de plus en plus se le fantasment. Pour moi, ça ne doit pas être un escalier, ça doit être une plateforme. Mais... Donc, tu descends d'un cran et tu passes. Ou alors tu choisis de doubler. Mais un ado, il ne va pas spontanément choisir de recommencer une année. Lui, il veut avancer. Et c'est encore plus flagrant quand on passe quand on est orienté en fin de deuxième, qu'on n'a pas son CE1D, ou en fin de 2S, qu'on doit aller en professionnel, ou qu'on a réussi à aller en technique de qualification et qu'on dit « Ah mais oui, tu es en 4e, mais tu as déjà 17 ans, tu peux aller en 5e, mais tu dois aller en professionnel. » Et tous les jeunes... Le jeune, il va avancer. Et il veut avancer. Et ce qui se passe dans ces écoles, c'est que les jeunes ne vont pas dans une section professionnelle en choisissant la section. Ils vont dans la section où il y a de la place dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits. Parce que en plus de « je dois changer de section », il y a « je dois peut-être changer d'école », donc quitter tous mes copains. Pour un ado, c'est une catastrophe. Donc il reste dans son école et on a des jeunes qui ne peuvent pas nous dire dans quelle section ils sont inscrits. Je suis en 4e professionnel. Oui, mais laquelle ? C'est pas. Eh bien, tu fais de la coiffure, de la maçonnerie, de l'électricité, et là, on peut identifier. Mais ils savent pas. Ils sont où il y avait de la place. Et ça, c'est la filière de relégation de l'école. Et toi, tu le présentes comme les locaux qui se dégradent. C'est vrai que ça en fait partie aussi, mais c'est un tout. Et c'est pas l'école qui est responsable. C'est structurellement dans la société quelque chose qui fait que l'école n'est que le reflet d'un dysfonctionnement beaucoup plus global. Et on se retrouve, nous, avec des jeunes qui sont parfois diplômés de 6e et qui sont illettrés. Ils ne sont pas analphabètes, hein, ils sont illettrés. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils lisent syllabe par syllabe, mais ils ont leur diplôme. Et quand je l'ai encore fait il n'y a pas très longtemps, dans des plateformes et dans la jeunesse enseignement, je demande aux profs, mais enfin, pourquoi vous faites ça ? Et on me répond, mais si on devait arrêter ceux qui n'ont pas le niveau, on devrait les arrêter tous. Moi, j'ai un prof qui m'a dit, moi, dans ma section, si je ne devais diplômer que ceux qui ont vraiment réussi, j'en diplômerais 1 sur les 18. C'est pas possible. Oui, donc il y a un vrai problème plus structurel au niveau de l'école. Mais alors, par exemple, Lamia, quand vous me disiez, par exemple, il y a quelques années, vous n'avez pas eu un prof de maths pendant plusieurs mois dans votre école. Et là, il y a quand même eu un mouvement d'action. Les élèves se sont dit, bon, à un moment, là, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qui a été fait et est-ce que ça a porté ses fruits quand vous décidez finalement de vous soulever tous ensemble ? Justement, je pense qu'on est tous au courant qu'il y a pénurie de professeurs, donc ça devient un problème qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pendant quelques mois, pendant une année, même un peu plus d'1 an, dans mon école, j'avais pas de prof de maths. Donc ce qui s'est passé, c'est que on allait en salle d'études, etc. Donc c'est quand même les maths, c'est une matière qui est quand même assez importante, même si c'était pas ma matière première, étant donné que à cette époque-là, j'étais même pas encore en sciences humaines histoire, donc c'était quand même une matière qui prenait beaucoup de place dans mon horaire. Et du coup, on n'avait pas de prof de maths. Et ce qui s'est passé, c'est que la direction... On a eu un stagiaire, je pense, pendant 1 mois ou 2. C'était vraiment 1 mois ou 2, et en 1 mois ou 2, si le stagiaire vient une fois... tous les 4 cours, ça le fait pas du tout. Donc on a quand même eu un stagiaire, mais on n'avait rien appris. Donc on n'avait aucune connaissance mathématique, mais vraiment. Et on nous a annoncé qu'il y avait un examen de maths. Alors là, c'était l'incompréhension totale pour mes camarades et moi, parce que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a énormément de soucis dans l'enseignement. On dit rien. De toute façon, si on dit quelque chose, ça va servir à rien. Mais là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était vraiment, ils se foutent de nous, en fait. Mais franchement, parce qu'on connaît rien. On n'a aucune connaissance mathématique sur le programme de 3e, en l'occurrence, parce que c'était en 3e, si je me trompe pas.
ou en 4e. Et du coup, voilà, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire une petite manifestation. Donc il y avait des personnes qui se sont portées garant pour être porte-parole lors de cette petite manifestation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous réunis à la cour de récréation, on s'y est assis et on a décidé de plus bouger et de pas aller en cours. Donc on a fait une sorte de grève et du coup la direction qui se terre tout le temps dans ses bureaux a décidé de sortir, elle était bien obligée et du coup il y a eu la confrontation. Donc il faut savoir que c'était l'ancienne direction. Heureusement j'ai une meilleure direction aujourd'hui dans mon école, mais l'ancienne était vraiment voilà. Je préfère pas... Pas exceptionnel, on va dire. Voilà, exactement. Et faut savoir d'ailleurs que quand cette direction sortait, c'était une fois toutes les 2 semaines et tout le temps pour nous faire des remarques négatives. Donc c'est vraiment pas très encourageant et surtout aussi à parler justement des problèmes qu'on rencontre avec cette direction, puisque ne serait-ce que dans une discussion purement banale, c'était tout le temps des remarques très strictes, etc. Donc voilà quoi. Et du coup, il y a eu cette confrontation élève-direction qui s'est très 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 mal passée, puisque voilà, il y a eu 2 porte-paroles qui au début étaient assez calmes, c'était vraiment des revendications par rapport à l'enseignement et notamment justement l'examen de maths en question. La direction a rien voulu entendre, elle était vraiment elle s'est sentie agressée, même si allez, c'était vraiment peace quoi, c'était vraiment en mode paix, c'était vraiment une démarche totalement pacifiste. Elle s'est sentie agressée, elle a commencé à devenir agressive, elle voulait rien entendre et ce qui s'est passé c'est que il y a eu un espèce de compromis qui a fait que on a eu notre examen de maths mais finalement il n'était pas entièrement coté, donc on a quand même, c'était vraiment pour dire on va vous faire votre examen de maths. Oui, on vous a un peu entendu, c'est juste pour que vous arrêtez de nous casser la tête, donc on va pas le coter dans votre bulletin définitif, mais on va quand même vous faire l'examen de maths. Examen de maths finalement qu'on a eu, et il y a tout le monde qui a remis copie blanche en plus, donc c'était vraiment ridicule. C'était vraiment histoire de dire, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui décidons, donc oui, on vous a entendu, vous allez arrêter de nous casser la tête, donc on va essayer de trouver un compromis, mais sinon, voilà, l'examen de maths est toujours d'actualité. Mais donc, ça veut dire que, alors, après cette histoire, est-ce que dans vos copains de classe, dans vos collègues de classe, est-ce qu'il y a eu peut-être une démobilisation où on se dit finalement, ça ne sert pas à grand-chose, oui, on a fait ça, mais ça n'a pas vraiment servi. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui êtes encore motivés, qui ont envie de faire entendre leur voix? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie mobilisation ou est-ce qu'il y a souvent un sentiment de ça ne sert à rien, de toute façon, on ne s'entend pas? C'est clairement ça. C'est vraiment ce sentiment de si on parle, on va pas nous écouter, on va nous refouler. Donc il y a énormément de jeunes qui étaient de base très motivés pour essayer de faire changer les choses et qui finalement voilà quoi, en ont marre et n'ont plus envie en fait d'essayer de faire bouger les choses, d'essayer de se donner la peine parce que finalement ils voient pas le résultat. Il faut savoir que les échos que j'ai, puisqu'il n'y a pas encore de chiffres officiels, au niveau du décrochage scolaire, c'est assez affolant cette année, enfin la post-Covid, avec des enseignants qui me disaient qu'ils constataient une chose qui n'existait pratiquement pas avant, ce sont des jeunes qui abandonnent en cours de dernière année, en cours de 6e. En général, ceux qui ont réussi à s'accrocher jusque-là, quand même, ils vont jusqu'au bout. Et là, en post-Covid, ils constatent vraiment un abandon avec des jeunes qui sont complètement découragés, pour différentes raisons. Il y a eu toute la partie enseignement en distanciel qui s'est donnée cas à cas, mieux dans certaines écoles que d'autres parce que le milieu était plus propice. Et, bon, quand on est à 8 dans 2 pièces et qu'il y a un ordinateur pour toute la famille, quand il y en a un, suivre les cours à distance, c'est pas simple. Et donc ces jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas au niveau et qu'ils n'arrivent pas à répondre aux exigences des profs de 6e qui leur disent maintenant c'est la fin de 6e, il y a un niveau à atteindre. Donc ils sont découragés. Il y a aussi tous ceux à qui on a donné quelque part la permission de décrocher, qui étaient des décrocheurs passifs, qui venaient, enfin il y en a beaucoup comme ça, énormément, qui viennent à l'école, ça n'a pas de sens pour eux, mais il y a un toit, il y a leurs copains, il fait chaud et on doit y être, donc on passe le temps. Ceux-là, on leur a appris à ne pas venir et c'était cool finalement de ne pas venir à l'école. Donc il y a un gros problème de décrochage scolaire. Et il y a un gros problème de décrochage de la part des profs aussi. Il n'y a pas que les élèves qui décrochent. Les profs décrochent aussi. La maltraitance, elle est réelle vis-à-vis des élèves, elle est réelle vis-à-vis des profs. Moi, il y a des stratégies de survie qui se mettent en place de part et d'autre. Il faut tenir le coup. Et c'est assez intenable dans un certain nombre d'écoles avec un turnover. Et je comprends les directions d'école qui, quelque part, essayent de colmater les brèches et de garder la tête haute. Mais parfois, c'est totalement contre-productif. Une anecdote. Il y a quelques années, dans une école avec laquelle on travaille, il n'y avait pas de prof.
dans une section de mécanique automobile. Il n'y avait pas de prof. La direction cherchait, trouvait pas de prof. Mais il y avait une section de mécanique automobile. Pendant toute l'année scolaire, il n'y a pas eu cours. Et pendant toute l'année scolaire, les élèves ont eu 8 sur 10 au cours de mécanique automobile. Et on a un jeune qui était dans cette section, qui vient nous trouver et qui nous dit je n'en peux plus, moi, la mécanique automobile, déjà, on n'en a pas eu, et puis j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'ébénisterie. Je voudrais aller en ébénisterie. Ben, Branco, va en ébénisterie, mais mon père ne veut pas. Mais je dis, si tu veux, on fixe un rendez-vous, je téléphone à ton papa et on lui propose de venir et on va lui expliquer. Le père vient. Avec sa femme, ses 2 filles et son fils. Enfin, toute la famille vient. Et le père, j'explique au père que son gamin a réussi son année, hein, ils avaient tous réussi, mais que l'année suivante, il voulait changer de section. Pas question, dit le père. Je dis, pourquoi pas question? Parce que la mécanique automobile, c'est un métier d'avenir. Je dis, monsieur, mécanicien automobile toute marque, c'est pas vraiment un métier d'avenir. Hein. Ça change un peu maintenant, les voitures électriques, les ordinateurs, il n'y a pas tout ça. Vous savez, dans les écoles techniques, bon, j'essaye de me faire l'avocat du jeune. Et il me dit, oui, peut-être, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Je dis, comment ça, monsieur, on ne change pas une équipe qui gagne? Mais je dis, regardez, il sort le bulletin, 8 sur 10 en mécanique automobile. Je dis, oui, monsieur, mais votre fils ne vous a pas dit qu'ils avaient tous 8 sur 10 et qu'il n'y avait pas eu de prof de mécanique automobile? Et le père regarde son fils et lui dit, tu ne m'as jamais dit ça? Et le gamin lui répond, mais tu ne m'écoutes jamais? Et donc l'histoire se finit bien. Il a pu changer de section. Il a pu aller en ébénisterie. Mais c'est une aberration, parce que tous ces gamins, ils ont fait quoi l'année suivante? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, s'ils deviennent mécaniciens automobiles... Il ne saura pas faire grand-chose. Pas grand-chose. Oui, il vaut mieux pas l'avoir comme mécanicien automobile. Alors, l'émission se termine déjà, mais j'ai quand même envie de faire un dernier tour de table et de vous demander peut-être à chacun une piste d'action de ce que vous avez retenu, dans les choses que vous avez proposées, dans les choses que vous avez discutées. Quelle serait vraiment une solution que vous auriez envie de mettre sur le tapis par rapport à l'école, par rapport à ce qui nous attend à 18 ans, comme vous le disiez, Albine, hein, cette crainte quand on a 18 ans, cette peur de l'inconnu? Eh bien, je vais prendre une piste d'action qui me concerne moi, mais aussi la mienne. Eh bien, ça concerne les options générales, parce que on n'a pas de stage, et donc ça, on le remarquait, on se disait, un stage, c'est aussi apprendre, voir l'aspect pratique d'un métier. Parce qu'on nous dit, voilà, par exemple, le médecin généraliste, ça prend les cas, on nous dit juste des paroles, et allez, faire un stage, ça vaut plus que des paroles. Et cette année, on a eu l'occasion, je ne sais pas toi, la mienne, mais on a eu l'occasion de faire un stage, dans mon école en tout cas, de 2 jours. C'est un nouveau système qui a été mis en place pour les options générales, et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment une manière de découvrir ce qu'on a envie de faire plus tard, et aussi de découvrir vraiment l'aspect pratique du coup d'un métier, et vraiment de se mettre dans la peau de ce métier-là. C'était un stage d'observation, et donc on découvrait vraiment toutes les facettes d'un métier, et on pouvait choisir ce stage-là. Et donc, on abordait justement de continuer à mettre en place ce système de stage, peut-être pour une plus longue durée, parce que 2 jours, pour moi, ça n'a pas suffi, et je pense que ça ne suffirait pour personne. Et l'améliorer aussi sur certains points. Il y a eu des petits couacs, mais c'est la première année qu'ils font ça, donc c'est compréhensible encore. Et donc, on abordait ça, et surtout, accompagner aussi le jeune dans sa recherche de stage. Parce que mettre un stage, ça peut aussi être déstabilisant pour le jeune, et lui rajouter une charge pour laquelle il va peut-être galérer. Moi, pour ma part, l'école m'a aidé, et c'est l'école qui m'a aidé à avoir un stage chez l'échevin de Scarbeck. Donc ça, ce fut vraiment une belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai découvert un des métiers qui pourrait m'intéresser plus tard. Donc voilà. Lamia, une piste d'action? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de solliciter les directions. Je pense qu'elles sont aussi impuissantes que nous. D'ailleurs, j'ai parlé avec les directions de plusieurs écoles et c'est le ressenti qu'elles m'ont fait parvenir. Donc je pense qu'il faut aller plus haut. C'est d'ailleurs un des buts du projet Interpelle Action. C'est d'aller plus haut. Du coup, je pense qu'il faudrait vraiment des réformes politiques pour la jeunesse et surtout pour l'enseignement. Donc je pense que c'est vraiment une pyramide et qu'il faut atteindre le sommet. Et je pense que le sommet, c'est Caroline Désir, donc la ministre de l'Enseignement. Donc voilà, pour moi, c'est la seule piste d'action. Je pense qu'on arrive à un stade où ça suffit plus juste d'essayer de faire des pétitions, des manifestations, essayer de solliciter des directions qui sont finalement aussi impuissantes qu'on l'est. Donc, vraiment lui envoyer directement à la source. À la proposition. Et alors, je termine le tour de table et de façon très courte, Marc de Cocker, toutes les pistes d'action qui ont été données, qu'est-ce que vous allez vous les envoyer à Caroline Désir, à d'autres politiques en fonction de ce qui a été proposé?
Oui, bien sûr. Déjà, les députés qui étaient présents ce jour-là m'ont promis que les informations remonteraient. Et peut-être avec un peu plus de force que ce que j'ai déjà été sollicité par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour venir témoigner, enfin expliquer ce qui se passait sur le terrain. Mais je suis toujours écouté très poliment, mais avec une certaine distance. Hein. Je suis le bienvenu, mais je ne suis pas sûr. Je suis entendu. Est-ce que je suis écouté ou... Enfin bref. Et là, le fait qu'ils aient entendu directement les jeunes, qu'ils se soient mêlés justement à la foule et qu'ils les aient entendus. Il y a une différence. Et puis, Interpellation, c'était vraiment un pari. J'étais pas sûr du tout, jusque le jour J à midi, que les politiques seraient vraiment présents, ni même que les jeunes seraient vraiment présents. Et ils étaient présents. Et ils étaient là, ils étaient même plus présents. On n'en a que 2 ici, mais il y en avait des dizaines et des dizaines. Oui, tout à fait. Et les travailleurs sociaux qui étaient là aussi ont vraiment joué le jeu et se sont mis, pour ce que j'ai vu en tous les cas, un petit peu en retrait et plutôt en rôle de facilitateur qu'en rôle de je prends la parole. Oui. Donc, ce qu'on sait maintenant, en tous les cas, c'est qu'Interpellation, c'est comme on l'a rêvé, là, du processus, c'est le début et c'est pas la fin. Alors, est-ce que l'objectif, ce serait de réorganiser des journées comme celle-là avec d'autres jeunes? C'est possible, mais ça risquerait de devenir une grand-messe récurrente et j'ai pas tellement envie de ça. Par contre, moi, je rêve de pouvoir continuer à faire fonctionner des groupes de travail avec des jeunes et des politiques sur des thématiques plus restreintes. Maintenant qu'on a eu quelques contacts, et il y a moyen de relancer, mais vraiment par rapport à des objectifs bien précis, plutôt que des trucs très généraux. Oui, c'est ça. Et effectivement, les thématiques qui ont été traitées, il y avait des choses très, très précises avec des groupes de travail qui travaillaient justement sur l'orientation subie versus orientation choisie, comment accompagner les jeunes vers un meilleur emploi, la question du harcèlement scolaire, comment redonner envie aux jeunes de s'investir à l'école, la lutte contre la précarité étudiante. Enfin, il y avait plein de thèmes qu'on n'a pas nécessairement abordés ici, mais en tout cas qui seront alors abordés certainement dans ces groupes de travail. J'ai eu des échos de politique aussi qui nous disaient, appelez-nous, on peut venir chez vous en AMO, constituer des groupes et on viendra participer à des débats. Donc ça, c'est intéressant. Et juste une anecdote, la première question que les jeunes avec lesquels j'ai travaillé dans mon AMO pour préparer cette journée, ils m'ont demandé, mais vraiment au premier degré, on veut bien rencontrer les politiques, mais à quoi ça sert un politique ? Et c'était une vraie question, c'était pas une provocation. Ils n'en savaient rien. Et ben donc, on l'espère que maintenant, vous savez peut-être un peu plus qu'à l'avenir, ces politiques écouteront les jeunes, que ce soit Albine et Lamia qui sont en face de nous et tous les autres. Merci vraiment en tout cas à tous les deux, donc Lamia et Albine, de nous avoir donné votre avis et d'avoir fait remonter cette parole. Et bon courage et bonne continuation. Merci. Et merci beaucoup aussi à Marc de Cocker. Donc je le rappelle, vous êtes directeur de l'AMO Rythme à Anderlecht et coprésidente du conseil de prévention de l'arrondissement de Bruxelles. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.